I think that there's a natural human impulse to find ourselves in almost anything and to desire to see ourselves in almost anything. Going back to the example of watching the little robot shooting an arrow, that we suddenly anthropomorphize feelings, we connect and think that there's something there, we connect more. We see this with, and thinking about like, the robot, the Ibo, the little dog robot, and how it didn't look like a dog exactly, but it had enough of the general shape that we could connect, we could project the rest of the details of dog into it. We do this with comics too. You connect more with a partially formed image of a person, not a perfectly drawn image. If you have two dots in a line, you suddenly see a face. You know, there's interesting things where we project ourselves all across different media and into, you know, we'll project life into a tree in a way that, you know, isn't really there, but we want it to be there. And I think that in our creations, when we start creating things, that impulse is so strong that does then become I don't know, the highest tier of accomplishment is that if we create a machine that truly appears like us, it allows us to feel connected. I think there's a hunt for connection with our physical realm, and so in our inventions, that there's always that inherent desire, and it's not just actually machines. We do it with all of our physical surroundings, and this is just another expression of it. So when we start trying to build androids, we start trying to connect to robots. It's just this almost, it's an expression of our human desire to see ourselves replicated everywhere in the world and to be able to identify with it. I think it's just our need to connect. Oui, je pense qu'il y a plusieurs difficultés supplémentaires dans cette question-là. D'abord, si jamais on voulait faire un robot qui soit très humanoïde, le mieux, ça serait effectivement, comme l'a proposé notre collègue écrivain, que de prendre un être biologique. Il ne vaut mieux pas le faire en latex, hein, ça ne sera jamais aussi bien. Tant qu'à faire, donc, il vaudrait mieux faire un être biologique qui ressemble à nous. Et au fond, la question, c'est à quel moment est-ce qu'on va décider que c'est un humain ou pas. Si jamais je fabriquais, si je synthétisais un être biologique qui est entièrement la forme d'un humain, mais que je changeais des trucs dans son cerveau, est-ce que ça serait quand même encore un être humain? Et ça permettrait effectivement de faire des esclaves qui seraient très obéissants, qui feraient tout ce qu'il faut. Je vous signale quand même que cette idée-là, elle est d'une certaine façon proposée par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Les epsilons, c'est des êtres humains normaux en quelque sorte, mais qui ont quand même été sélectionnés négativement, alors pour être assez peu doués intellectuellement, et qu'on conditionne dès leur conception, d'ailleurs même avant leur naissance, pour faire une tâche complètement stupide et répétitive, et comme ça ils la font toute leur vie en étant extrêmement heureux de faire cette tâche répétitive. Donc on a réussi à fabriquer des sortes de robots humains, en quelque sorte, et des individus. Et le problème du consentement se pose même pas parce qu'ils sont contents de faire ça. Et donc la question éthique, vous voyez, se pose là. Est-ce que si je fabriquais un robot vraiment humain, mais très heureux de faire son travail de robot, est-ce qu'il y aura un problème éthique ou pas? Évidemment qu'il y en a un, mais il est difficile à définir. Et il n'est pas de l'ordre du consentement. And there's another question here, which is the idea that if you bioengineer something, it's a living object. If it's genetically engineered, we have this entirely living object. So if we engineer someone who has an IQ of 50 and is very malleable for our purposes, you know, what is that, and what does that say about us? I remember watching a video of a cockroach with a little attachment on it that allowed people to remote control the cockroach, and watching a living creature being driven about by a human being was probably the closest thing to true evil I've ever seen. And I've never identified with a cockroach in my life. And suddenly I thought, oh, there are lines, there are ethical lines that we should not cross when we interact with other when we interact with other animals, with our other biological beings.
And so like there's this one line where we create the idea of an engineered person, a manufactured person that's all entirely living. But there's this other version that I've been thinking about, which is, oh well, what if we just took out a little piece of it that made it seem human? So if we bioengineered the body of a human being, but we plug in some kind of a brain that's electronic instead, so we can convince ourselves, well, the skin of the thing, it's just a shroud around the actual mechanics. So we know that because it's a mechanical interior driving this system, we don't have to have the same ethical questions that we might otherwise if we just engineered that thing. And I don't know, at what moment does the thing cross over into having some sort of right of existence and right of respect, and I'm still not sure exactly where that line is. But. Oui, il se trouve que j'organise dans un mois un colloque sur la biologie de synthèse et la notion de vie. Donc justement, cette notion de vie est très amusante parce qu'elle n'a pas de définition scientifique et pourtant elle a un rôle culturel, social, juridique, éthique majeur. Ce qui est vivant doit être respecté, il a une dignité du vivant qui n'est pas une projection de nos idées anthropomorphes, mais une sorte d'être autonome qu'on doit respecter. Et pourtant, la frontière est complètement floue et elle n'existe pas scientifiquement. Donc comme disait Paolo, justement, si on fait un être artificiel en latex, un robot, on se dit, bon, peut-être le robot lui-même est content, mais quand même c'est une projection des valeurs humaines sur une machine. On sait très bien que c'est une machine. Tandis qu'il suffit de prendre n'importe quel insecte ou de modifier le vivant, justement comme disait Pierre-Henri. Et là, parce qu'on sait dès le début que c'est vivant, il y a un tout autre jugement éthique qui est impliqué. Il y a cette idée de dignité propre, de respect qui est dû à cet être, même si finalement la différence n'existe pas, ou la différence est minime. Heureusement pour le moment, on ne sait pas fabriquer d'êtres vivants. La biologie de synthèse sait fabriquer des génomes, mais elle ne sait pas fabriquer des êtres. Mais on sait modifier les êtres vivants pour en fabriquer ceux qui n'existent pas naturellement. On sait faire des OGM, oui, mais on ne sait pas en fabriquer de toutes pièces. Donc, comme on sait modifier, on part toujours du vivant pour le moment. C'est vrai que le jour où on saura synthétiser vraiment d'êtres vivants, on sera dans une situation difficile. But how close are we? I mean, when you think about like where we are right now, technically, where will we be in 50 years? I think we're quite far. Je pense qu'on est encore assez loin parce que vous comprenez, c'est toute la différence entre de l'information et des entités matérielles complexes. L'information portée par l'ADN, c'est quelque chose de très simple. C'est comme un livre, c'est comme un programme informatique. Vous pouvez changer les lettres et puis voilà, vous refabriquez. Et donc, on peut facilement modifier un livre. Si je vous donne un livre, vous pouvez facilement le modifier. Si je vous donne une recette de tarte aux pommes, vous pouvez facilement changer quelques mots là-dedans et ça fera une tarte aux pommes différente. C'est ce qu'on fait quand on fait des OGM. Mais si je vous donne une tarte aux pommes et que je vous demande de la refaire sans la recette, si vous voulez, là ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de choses dedans, c'est de la refaire à partir de rien. Hein, pour faire une tarte aux pommes, il faudra quand même que vous ayez la farine, il faudra que vous ayez le beurre, il faudra que vous ayez les pommes, il faudra que vous ayez le four. Et si vous n'avez rien du tout, et c'est ça notre situation actuellement, nous ne savons pas fabriquer un être vivant, nous savons seulement changer les instructions qui servent à le fabriquer. Et c'est beaucoup plus facile de changer une instruction que de fabriquer cet objet. On sait fabriquer les êtres vivants, c'est la reproduction, c'est un mode de fabrication assez particulier. Oui, mais justement, on part nécessairement d'un être vivant pour faire ça. Partir à partir de rien. Déjà d'où vient la différence entre un vivant et un mort? Il y a la même chose dedans. Il ne va pas changer tout d'un coup de composition au moment où il meurt. Donc il y a une dynamique qui doit exister et c'est très difficile, je pense que ça sera très difficile. So right now my impression is that we could probably create a human embryo that we could take certain information and say we were going to create a human embryo with blue eyes and blonde hair, and we could implant it into a womb and grow it and have an engineered person on some level. Ceci existe dans un certain nombre de pays. En Californie, il y a une entreprise dans laquelle vous pouvez faire trier vos embryons pour quelques centaines de critères. C'est assez cher, mais j'ai vu un documentaire récemment où des parents français allaient faire ça là-bas, puisque c'est interdit ici, et les parents disaient, oui,
c'est vrai que c'était 100 000, 200 000 euros, c'est un investissement. Enfin, de toute façon, un enfant, c'est un investissement quand même. Mais Henri, ça fascine même plus, je pense, que la création ex nihilo, qui reste quelque chose d'assez inatteignable, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette création ex novo à partir d'atomes, quoi. Enfin, et c'est pas nécessairement ça l'objectif, parce que ce que nous savons déjà faire pas mal, éditer les génomes, peut-être dans 50 ans on le saura faire encore beaucoup mieux, c'est extrêmement fascinant. Donc l'idée de prendre de l'argile, de la matière première comme avec les golems, et fabriquer un vivant à partir d'atomes, c'est pas nécessairement ça ce qui fascine le plus.